Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose d'aborder une problématique assez connue, mais en même temps pas forcément toujours bien comprise. Donc je souhaitais dans cette vidéo vous faire un petit point simplement sur les algorithmes de hachage pour les mots de passe. Je souhaite à travers cette vidéo parler de deux points. Le premier aspect, c'est pourquoi est-ce qu'il est important de protéger les mots de passe. Et le deuxième, c'est savoir comment est-ce qu'on pourrait, à partir de la doc, modifier en fait tout simplement la méthode de hachage en vous dévoilant un petit peu les différentes options suivant l'algorithme que vous allez choisir et finalement dans quel but. Alors, la première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce que aujourd'hui en 2025, on ne stocke plus tout simplement les mots de passe en clair dans la base de données. Alors, déjà, d'une part, il faut savoir qu'un hacker peut aussi bien s'attaquer à votre système, c'est-à-dire à votre application web, mais peut également, dans le même temps, s'attaquer tout simplement au serveur. Et s'il s'attaque au serveur et que votre hacker, par exemple, prend possession de vos identifiants pour pouvoir se connecter sur votre base de données, il aura forcément accès du coup à votre base de données de production, ce qui lui donnera en fait un accès total à votre table d'utilisateur. Et en général, une des premières attaques les plus connues, c'est d'aller voir tout simplement dans cette table-là et d'aller voir si les mots de passe sont ou non stockés en clair à l'intérieur. Alors, une première sécurité pour limiter déjà un petit peu la surface d'attaque, c'est que si jamais sur votre serveur, vous avez par exemple une dizaine de sites internet que vous y hébergez, il est important que, d'un point de vue niveau sécurité, que sur vos 10 applications web, vous ayez systématiquement, pour chaque base de données que vous allez créer, il faudra au minimum un utilisateur par base de données. Pourquoi? Parce que dans ce cadre précis, si jamais il prend possession des identifiants sur un des 10 sites, ça limitera au maximum la surface d'attaque, c'est-à-dire qu'il ne pourra attaquer que la base de données d'un site au lieu des 10 sites qui sont présents dessus. Donc systématiquement, un bon réflexe sur un serveur de base de données Postgre, c'est de créer un rôle, un utilisateur par base de données. Ça, c'est vraiment très important. Une deuxième chose également, c'est concernant donc les mots de passe en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker donc, du coup, les mots de passe en clair, on va les stocker de manière chiffrée. Alors, au niveau du web, on le sait, il y a plusieurs algorithmes qui permettent à la fois d'encoder et de chiffrer. Il est important aujourd'hui d'utiliser un algorithme de chiffrement pour la simple et bonne raison qu'un algorithme d'encodage, en fait, c'est un algorithme, c'est une petite fonction avec une petite liste d'instructions qui sont présentes à l'intérieur. On ne pourrait pas aujourd'hui utiliser un algorithme d'encodage pour la simple et bonne raison que si on connaît l'algorithme d'encodage, on est capable de faire l'opération inverse, c'est-à-dire de décoder l'information. Des exemples d'algorithmes qui pourraient être utilisés dans ce cadre-là, ce serait par exemple base 64. On a base 64 en code, base 64 décode. Donc si on connaît le hash, on peut donc du coup revenir à l'information d'origine. Ensuite vient les algorithmes de chiffrement. Alors il existe des algorithmes de chiffrement qui sont plus ou moins robustes. On a par exemple le cas de MD5. Alors MD5 malheureusement aujourd'hui en 2025 l'algorithme a été cassé, donc
ce qui fait que c'est une très mauvaise idée aujourd'hui d'utiliser cet algorithme pour chiffrer des mots de passe. Ensuite, on a tous les algorithmes SHA, par exemple SHA1, SHA224, 256, 384, 512. Alors, ces algorithmes-là vont effectivement vous créer un hash qui sera irréversible. En fait, c'est un petit peu comme si vous prenez une feuille, vous la passez dans une broyeuse de documents et votre feuille est déchiquetée en 1000 morceaux. Quand on dit que l'opération est irréversible, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir sur l'information d'origine. Alors, sauf que, en fait, dans les algorithmes de chiffrement, vous avez deux types d'algorithmes de chiffrement. Vous avez des algorithmes qui sont rapides, qui sont très rapides à exécuter en termes de temps. C'est le cas notamment de tous ces algorithmes-là. Et vous avez des algorithmes qui sont un petit peu plus lents en termes de ressources. Par contre, une fois que vous appliquez ces fameux algorithmes, c'est-à-dire en l'occurrence aujourd'hui Scrypt, Bcrypt et Argon 2, il faut savoir que ces algorithmes sont un petit peu plus robustes d'un point de vue notamment des systèmes... des attaques par brute force, en fait, tout simplement sur des systèmes comme par exemple des systèmes ASIC ou avec des cartes graphiques GPU très puissantes. Du coup, encore une fois, c'est une très mauvaise idée de partir sur ces algorithmes. Pour vous montrer un petit exemple ici, si je vais dans la partie SHA-256 encrypt, je prends une petite information, par exemple ABCDE, je calcule une empreinte que je vais stocker dans la base de données. Si j'ai la possibilité d'avoir donc du coup cette fameuse empreinte, d'avoir accès à cette fameuse empreinte, je vais avoir la possibilité de tenter un décryptage de cette information-là. Et ici, on le voit. Alors là, dans mon cas de figure, effectivement, il n'a pas réussi à le décrypter, mais pour avoir testé tout à l'heure, hop, si je reprends ici, hop, hop. Bon, là, en l'occurrence, il n'a pas réussi. Mais si vous avez une machine qui est suffisamment costaud, ça va très, très vite. Alors là, je pense que c'est aussi parce que je suis sur un système, sans doute, où il est peut-être nécessaire de payer au bout d'un certain temps pour pouvoir décrypter des infos. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les tests que j'ai fait tout à l'heure, il y avait effectivement la possibilité de le faire. Et on voit qu'en moins d'une seconde, en fait, on est capable, à partir de ce hash, de retrouver le fameux ABCDE qu'on avait saisi à l'origine. Bien sûr, l'algorithme va mettre plus de temps, suivant qu'on va utiliser, par exemple, des caractères minuscules, majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Enfin, plus votre information d'origine est longue et plus ça va mettre longtemps bien sûr de décrypter cette information, mais comme dit, sur du SHA 256 par exemple, décrypter un hash en SHA 256 c'est très 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 rapide à exécuter en mémoire. Voilà. Ce qui nous ramène donc du coup à des algorithmes plus robustes comme Argon 2, Scrypt et Bcrypt. Alors, au niveau d'Adonis.js, vous avez une documentation complète qui, tout simplement, vous permettra de mettre ça en place, si vous en avez envie. Donc, si là, je me rends donc du coup sur la doc d'Adonis.js et que je me rends ici dans la partie Security Hashing, voilà. À la rigueur, je pourrais même vous mettre le lien dans la description. Vous avez donc ici la configuration, vous avez ici les différentes possibilités. Donc soit d'installer Scrypt, soit d'installer Argon 2, soit d'installer Bcrypt. Alors attention, il faudra, suivant l'algorithme que vous choisissez, il faudra donc installer les packages nécessaires. Ici, donc là, Argon 2, ici Bcrypt. On va les installer d'ailleurs. Et vous avez tout à fait la possibilité en fait de faire votre configuration pour utiliser les trois en même temps. C'est tout à fait faisable. Donc là, vous arrêtez votre serveur, vous installez les packages donc
argon2 et bcrypt. Voilà, comme ceci. Et on va se rendre donc du coup dans le fichier hash.ts ici. Alors, voilà, donc là je vous ai préparé ici une petite configuration que vous pouvez faire pour vous expliquer un petit peu les différentes possibilités. Donc vous avez script qui est installé par défaut. Alors là ici vous pouvez aussi préciser au niveau du default votre fameuse valeur script. Je vais agrandir un petit peu ici ma fenêtre. Voilà, je zoome un petit peu pour la vidéo, pour notamment ceux qui sont sur mobile. Alors, sur script, ici, on peut préciser pas mal d'options. Alors, la première option, c'est le cost. Donc, c'est le facteur de complexité mémoire CPU. Donc ici, bien sûr, plus vous mettez des valeurs grandes, plus ça va être lent à calculer. Alors lent, c'est toujours un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la machine que vous utilisez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2025, avec la puissance des machines qu'on a, ça va très très vite. C'est de l'ordre de quelques millisecondes, donc ça va changer. Si là, j'augmente cette valeur, je pourrais très bien mettre ici 32 000 ou même mettre un chiffre un petit peu plus arrondi. Bon voilà, après vous faites comme vous en avez envie, bien sûr. Vous avez des valeurs par défaut et ces valeurs par défaut sont mises à jour, bien sûr, au fur et à mesure du temps parce qu'on le sait très bien. La sécurité, c'est pas quelque chose d'absolu dans le temps, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. D'un côté, on augmente la capacité de défense et dans le même temps, on a des hackers qui tentent toujours de casser les algorithmes qui sont sur le marché. Alors, si je continue dans ce sens-là, ici, vous avez donc du coup block size, qui est la taille de bloc, donc en octets. Donc là, pareil, c'est 8 par défaut. Ici, vous avez le nombre de threads à utiliser. Donc là, le nombre de threads, en fait, c'est le nombre d'opérations que vous allez paralléliser sur votre CPU. Donc, si votre processeur possède plusieurs cœurs, ici, vous avez tout à fait la possibilité d'augmenter les opérations qui seront parallélisées grâce à ce paramètre-là. Ici, on va pouvoir définir la taille du cell à utiliser. Donc là, la taille du cell, en fait, c'est la taille du cell qui va être utilisée par l'algorithme pour calculer en fait ce qu'on appelle une clé dérivée. On calcule toujours une clé dérivée à partir justement d'un cell. Et cette taille de cell, on peut la définir directement ici. À savoir que le cell, en fait, c'est tout simplement une valeur aléatoire qui va être en hexadécimal généralement et qui va être générée par l'algorithme en question. Ici, vous avez le max memory qui consiste tout simplement à protéger en fait votre système, donc c'est-à-dire soit votre ordinateur ou votre serveur, pour lui fixer en fait une taille de mémoire maximale à ne pas dépasser au cas où l'algorithme serait vraiment très lent en mémoire. Donc là, on limite ici par exemple à 32 mégas de mémoire vive. On peut bien évidemment augmenter cette taille sans aucun problème. Bon, par rapport à toutes les options qui sont présentes ici, le max memory ici fait largement l'affaire, bien évidemment. Et le key length ici qui va être donc la taille de la clé dérivée. Alors, comment ça se passe après? C'est dans la base de données. Vous allez tout simplement ici à ce niveau-là. Donc là, si je me rends dans ma table user, voilà. Là, ici, on peut voir, vous avez, si vous agrandissez un tout petit peu ici, hop. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche sur bcrypt, mais là, en fait, vous avez toujours une section qui présente ici l'algorithme avec quelques options. Là, vous avez en fait le cell qui a été calculé et de l'autre côté, en général, vous avez toujours ici une clé dérivée qui est donc du coup calculée à partir de cette valeur de cell. C'est d'ailleurs grâce à cette valeur de cell qu'on va être capable en fait au moment où vous faites votre login, de pouvoir comparer en fait la valeur de cette clé dérivée à partir du cell et du mot de passe que vous avez rentré lors de votre login. Voilà, donc c'est toujours important bien évidemment de stocker en fait tout simplement cette valeur de cell parce que si on ne l'a pas
en clair dans la base de données, on ne va pas pouvoir faire de comparaison avec le mot de passe qui a été donc du coup calculé au moment de renseigner tout simplement ce hash en base de données. Voilà, donc ça c'est pour Script. Alors Script c'est celui qui est utilisé comme je vous disais par défaut lors de l'installation. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'utiliser Argon 2. Alors à savoir que Script c'est encore un excellent algorithme pour faire du chiffrement de mots de passe aujourd'hui en 2025. Argon 2 c'est la solution qui est recommandée par l'organisme OWASP. Donc, si vous devez choisir entre ces deux algorithmes, Script et Argon 2, privilégiez bien évidemment Argon 2, c'est encore mieux. Alors là, vous avez donc plusieurs options aussi sur cet algorithme, à savoir ici donc le numéro de version. Donc là, actuellement, on en est à la version 1.3 d'Argon 2. On a la variante qu'on va pouvoir utiliser d'Argon 2. Donc là, ici, on est sur une variante Argon 2 ID, qui est un mélange en fait entre Argon 2i et Argon 2d. Alors je me suis un petit peu renseigné en parallèle. Argon 2i en fait est résistant au side channel et Argon 2d est résistant au GPU et au système ASIC. Donc l'avantage c'est que vu que vous avez un mélange entre les deux, c'est la méthode aujourd'hui qui est la plus recommandée en fait tout simplement. Donc là, on pourrait changer, on pourrait bien sûr mettre I, D ou ID. Voilà, suivant l'option que vous préférez. Préférez celle-ci, bien sûr, aujourd'hui en 2025. Ensuite, on a le nombre d'itérations qui augmente le temps de calcul. Ensuite, on a ici donc la mémoire utilisée maximum. Donc ici, on est sur 64 mégabits, qui correspond à 65 536 kilooctets. Ici, on a le nombre de threads. Ici, on a la taille du cell. Et ici, donc, on a la taille de la clé générée à partir de cet algorithme. Enfin, on a Bcrypt ici qui peut être utilisé. Donc, dans Bcrypt, vous avez uniquement 3 options possibles. Round, qui est le facteur de complexité et qui va augmenter la taille du temps de calcul si on augmente cette valeur. Ensuite, ici, on a la taille du cell. Et enfin, on a ici la version Bcrypt à utiliser. Donc ici, on en est à la version 2B, qui est la version la plus moderne et la plus sûre. Bcrypt, on évitera de l'utiliser aujourd'hui. On utilisera principalement soit Script. D'ailleurs, sachez que Script est aujourd'hui encore l'algorithme utilisé par défaut dans Next.js, le fameux framework, on va dire, React plus SSR. Et Argon 2, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste la solution la plus robuste et celle qui est recommandée par l'organisme OWASP. OWASP, d'ailleurs, qui nous donne en fait les recommandations et si vous allez sur leur site, vous verrez également les attaques, les 10 attaques les plus connues exploitées par les cybercriminels, tout simplement. Là, on peut changer donc ici notre algorithme en précisant ici Argon 2. Vous pouvez bien sûr ici conserver uniquement cette partie-là. Si jamais vous ne précisez pas d'options, en fait, les options seront déterminées par des valeurs d'origine qui seront donc du coup mises à jour au fur et à mesure avec les mises à jour tout simplement d'Adonis.js sur votre projet. Donc évolueront bien évidemment avec le temps. N'oubliez pas ici que dans le modèle animal, il faut bien évidemment ici à ce niveau-là changer ici ce paramètre-là pour ici mettre juste hash.use. Si vous faites juste ça, ça utilisera directement, sans que vous précisiez rien, la valeur par défaut que vous préciserez donc du coup ici. Vous pouvez la préciser en dur dans le modèle, mais c'est vrai que moi, je vous recommande plutôt de laisser de cette manière-là. Comme ça, vous avez juste à vous concentrer ici sur la partie config. Alors maintenant, je vous propose de voir un petit peu, donc du coup, si j'active Argon 2,
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Si vous avez déjà configuré et installé donc du coup tout votre environnement, la première opération que vous devrez faire d'abord, c'est de vérifier que dans votre base de données, vous n'ayez pas déjà des mots de passe qui soient chiffrés en script, avec l'algorithme script. Auquel cas, il faudra tout simplement supprimer tous les enregistrements de votre table utilisateur. Moi ici, c'est ce que je vais faire. À partir de là, vous allez ouvrir votre petit terminal, nouveau terminal, et vous allez tout simplement démarrer votre serveur. Moi, vu que je fonctionne ici en API, j'ai mes tests sur Bruno ici qui me permettent de lancer une inscription. Donc là, tout bêtement, je vais préciser un email et un mot de passe. Voilà. Et j'ai juste à envoyer donc du coup une requête HTTP sur ma route register. Voilà, donc là, on a effectivement, à partir de là, hop, un utilisateur et un mot de passe qui sont créés. Et j'ai dû probablement ici oublier d'enregistrer mes fichiers. Donc, je vais retenter l'opération. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver en cours de route. Sauf si, bien sûr, vous avez l'enregistrement automatique. Donc là, je refais, hop. Je retourne, je rafraîchis. Et cette fois-ci, je me retrouve bien, donc du coup, avec un mot de passe qui est chiffré en Argon 2. Voilà, donc là, c'est pareil. Vous vous retrouvez ici avec, du coup... alors, je vous laisserai voir un petit peu plus dans le détail si vous voulez, si toute cette partie-là vous intéresse. Mais globalement, en fait, là-dedans, vous allez retrouver votre fameux cell, votre fameuse clé dérivée et ici, donc du coup, les options avec le nom de l'algorithme qui est utilisé pour chiffrer ces fameux mots de passe. Voilà. On peut tenter également un petit login à la suite de ça. Donc là, si vraiment vous avez des problèmes en changeant d'algorithme, n'oubliez pas que de vérifier dans votre base de données que vos mots de passe sont bien chiffrés avec l'algorithme que vous avez choisi. C'est très important, sinon vous n'avez rien qui va fonctionner correctement. Donc là, si je tente un login, je vois que ça fonctionne convenablement. Si je fais une petite déconnexion ici, alors oui, bien évidemment, ici, il faut que je précise, hop, ma clé OAT à ce niveau-là. Si jamais vous allez louper cette partie, bien sûr, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo précédente où j'ai parlé de tout ça. Et ici, hop, donc je vérifie. Oui, bon là, ce token-là, j'en ai plus besoin, donc je vais le supprimer. Et là, on a toujours nos utilisateurs qui sont là. Voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous servira, cette petite vidéo courte, sur le thème tout simplement des algorithmes de chiffrement des mots de passe. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où cette fois-ci, je vous propose d'aborder la partie configuration des... factories et de la partie seeding de nos données pour notre base. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, mettez un petit commentaire, mettez un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.